Madame, Monsieur, bienvenue sur Africami. Africami, le magazine du monde noir et d'une Afrique debout, fière et unie, c'est bien sûr sur Gabon Télévision. En ce mois de juin, où se joue la Coupe du Monde à Brazzaville, Rio de Janeiro, Africami a posé la question à quelques Gabonais, histoire de savoir si un jour ils pensent voir les Panthères du Gabon à la Coupe du Monde. Les Panthères du Gabon, vous les imaginez un jour à la Coupe du Monde? Pour vous, c'est un rêve, c'est une réalité, c'est une utopie? Nous sommes champions, que ce soit en full contact, en karaté, en boxe. Donc, pour le Gabon et les Panthères, pour les Panthères, c'est pas un rêve. Pouvoir arriver. En réalité, moi je crois parce que les Panthères c'est une équipe comme toute autre qui a des joueurs qui sont capables de pouvoir assumer cette responsabilité de nous amener en Coupe du Monde. Donc si un jour les autorités de la République arrivent à prendre conscience de la chose, et non seulement les autorités de la République, en même temps aussi les joueurs, parce que c'est d'abord eux. Le football, c'est d'abord l'affaire des joueurs. Donc maintenant, derrière nous, le peuple, on ne peut que les soutenir pour que nous aussi, nous puissions, pourquoi pas, atteindre le firmament de ce sport mondial. En fait. On a déjà battu le Cameroun. Bon, pourquoi pas la Coupe du Monde? Le Cameroun qui participe à la Coupe du Monde, presque à chaque Coupe du Monde. Ça veut dire que le Gabon peut faire plus que ça. Pourquoi pas? Rien n'est impossible. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Surtout avec la génération d'Aubameyang. On ne peut qu'être confiant, quoi. Si nous arrivons à dépasser ce stade de clivage individuel pour aller vers le collectif, il n'est pas étonnant de voir le Gabon soit en 2018 ou en 2022 être parmi ceux de Coupe du Monde de football. Ça reste possible. Le tout, c'est de pouvoir donc professionnaliser l'aspect footballistique gabonaise, amener à mettre en place un mécanisme qui permet de pouvoir sécuriser les joueurs, les dirigeants, mais aussi donc pouvoir amener le sportif gabonais à y croire. Cela reste donc un rêve qui reste à consolider. Le Gabon a des atouts. On a des joueurs pour aujourd'hui capables de faire la défense à tous les niveaux. Nous sommes une équipe sur laquelle le continent africain compte aujourd'hui. Mais un peu plus d'organisation en interne, un peu plus d'esprit patriotique. Donc ces deux points de la solution sont trouvés. Ça ne me tournait pas dans le Gabon en Coupe du Monde lors des 2 prochaines éditions. On a passé l'étape de rêve. Il fut un temps, nous rêvions. Aujourd'hui, nous nous rapprochons de la réalité au vu des statistiques. Allez-y regarder les résultats que nous avions fournis depuis ces 4 dernières années. Cela peut nous amener aujourd'hui à penser que c'est une réalité. Puisque déjà on arrive à battre le Cameroun de temps en temps pendant les coupes, alors nous aussi on a l'espoir d'arriver un jour. Il faut toujours souhaiter de la chance à notre équipe gabonaise. Merci madame. C'est vous. L'impossible n'est pas gabonais. Pourquoi pas, on rêve qu'un jour les Panthères aillent en Coupe du Monde. Mais bien sûr, mesdames, les Panthères du Gabon un jour à la Coupe du Monde et remporter la Coupe du Monde, pourquoi pas? Mais le rêve est devenu réalité pour ce pays à travers un de ses fils, Anthony Obama, dans la discipline taekwondo, où il reste encore aujourd'hui champion du monde de sa catégorie. Il est également médaillé olympique. Comme on le voit, l'hymne national gabonais a déjà retenti à travers le monde. Ce jeune homme qui séjournait à Libreville a bien voulu nous accorder une interview à travers laquelle il s'adresse aux jeunes Gabonais qui souhaiteraient suivre son exemple. Regardons. Salut Anthony. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'enfant prodige d'un pays, de rendre les lettres de noblesse à un pays comme le Gabon? C'est surtout une grosse satisfaction et on s'en réjouit tous les jours. On ne se rend pas forcément compte le jour même ou le jour J, mais c'est au fur et à mesure au regard des gens et la position qu'on occupe et le changement de statut. Et ça entraîne plusieurs choses, certaines prises de responsabilités et autres, mais en tout cas c'est un grand plaisir aujourd'hui.
C'est vraiment un réel plaisir de nous faire plaisir dans notre pays, surtout dans ce domaine qui est le sport, où nous sommes quasiment absents sur pratiquement tous les plateaux du monde. Non, c'est pas que nous sommes quasiment absents, c'est qu'on n'a pas la même notoriété ou encore les mêmes résultats que les Européens ou les Américains qui sont sur le toit du monde aujourd'hui, et même les Asiatiques, pourquoi pas. C'est que nous avons un travail à faire et qui commence petit à petit. Il y a certains Africains, certains Gabonais qui commencent à sortir leurs épingles du jeu et qui commencent par s'illustrer petit à petit. Et j'espère qu'avec l'avenir, ça va aller de mieux en mieux. Comment vous êtes arrivé à ces grands résultats quand on sait que le sport n'est pas particulièrement encouragé dans notre pays? C'est difficile d'atteindre le haut niveau étant au Gabon. Raison pour laquelle je suis parti du Gabon, parce que je sais très bien, et beaucoup de gens sont persuadés que si j'étais resté au Gabon, je ne suis pas sûr et certain que l'histoire serait la même aujourd'hui. D'abord les parents qui initient au sport, ensuite c'est les amis, c'est l'entourage, il y a les entraîneurs, après on trouve des moyens pour pouvoir être le plus à l'aise possible. Moi, mon histoire, je la raconte tout le temps. Après mon bac, j'avais le choix entre poursuivre mes études de médecine et aller en France pour continuer le haut niveau. Et moi, je rêvais d'être un champion de taekwondo et j'ai opté pour ça. Alors, arrivé en France, j'arrive dans un monde où tout est fait pour réussir. Tout, on connaît très bien, ils sont remplis. Il y a des champions du monde à perte de vue en France, des médaillés olympiques. Alors, j'arrive à Toulouse, dans un centre de haut niveau, où l'alimentation, le volume horaire d'entraînement et le traitement des sportifs est différent de celui qui se trouve au Gabon. Et être au milieu des champions, se confronter aux meilleurs, avec une certaine discipline, voilà quelques paramètres qui permettent d'avoir de très beaux résultats, avec la grâce de Dieu bien sûr. Comment on sait qu'on a le virus du sport? On ne sait pas ça. Ça c'est quelque chose que nous-mêmes on ne peut pas savoir. C'est les gens qui vous disent, quand vous jouez au foot ou vous jouez au basket ou vous faites du taekwondo ou autre sport, c'est des personnes, c'est des grandes personnes que vous admirez parfois, qui vous voient jouer et qui disent ce petit, il peut aller loin. Ne t'écarte pas de ton chemin, fais ce que tu as à faire et sois sérieux, surtout sois sérieux dans ce que tu fais. Et tu verras que tu vas aller loin. Et tu finis par croire. Moi, mon histoire commence par quoi? Des petites compétitions entre établissements, entre clubs, petites victoires. Au départ, je faisais pour m'amuser. Mais de victoire en victoire, beaucoup de gens, mon entourage et tout, ils se sont dit que ça peut donner quelque chose. Et j'ai commencé par y croire. Mon déclic, c'était en regardant les Jeux Olympiques d'Athènes. Chez moi, je regardais les Français, je regardais les Coréens. Je me suis dit, mais c'est ce que je fais à l'entraînement. Mais je sais que je n'ai pas encore ce niveau, mais je veux faire ça. À partir de ce jour, j'ai eu le rêve olympique. Qu'est-ce qu'il y a eu entre le moment où vous avez rêvé, où vous êtes vu champion olympique, et le temps d'atteindre le podium? C'est de longues années, parce que là, je vous parle de 2004, où je regardais les Jeux Olympiques. Et j'ai eu ma médaille olympique en 2012. Ça fait quoi, 8 ans? Alors je me suis dit, pour atteindre ce niveau, il n'y a pas de secret, il y a d'abord le travail. Il y a toute autre chose autour, mais la priorité, c'est il faut s'entraîner. Et c'est ce que j'ai décidé de suivre. Quel que soit ce qui arrivait, j'allais toujours à l'entraînement et ne pas m'écarter de mes objectifs. J'ai eu plein de personnes dans ma vie, dans mon chemin parcouru, qui m'ont donné un coup de pouce, qui m'ont orienté. Plein de choses, je ne pourrais les dénombrer aujourd'hui, mais simplement dire que pour être un champion, pour arriver à faire de grands résultats, on ne peut pas le faire tout seul. Moi, comment j'arrive en France? C'est une entente entre le Gabon et la France, les deux fédérations. Un système qui s'appelle Solidarité Olympique qui me permet de m'entraîner avec l'équipe nationale de France. Voilà, déjà, je sors du Gabon pour m'entraîner avec des champions du monde, des médaillés olympiques.
Alors au départ, je ne suis rien. En me confrontant à eux, je finis par côtoyer le même niveau. Et avec de l'assiduité, avec du sérieux, avec de la discipline et bien sûr aussi des efforts, je finis par me noyer dans la masse. Racontez-nous le quotidien d'un champion. C'est clair, sans discipline, on n'arrive nulle part. Moi, je me suis entraîné dans plusieurs centres de haut niveau en Europe et j'ai vu des gens plus talentueux que moi. Même, je connais des personnes qui ont plus de qualité physique que moi, plus de qualité physique et technique que moi, dans ma catégorie, mais qui ne sont pas champions du monde parce qu'ils ne sont pas disciplinés. D'abord, il faut suivre il y a une certaine logique, c'est-à-dire que la norme pour un sportif de haut niveau, aujourd'hui, c'est un volume hebdomadaire entre 15 et 20 heures par semaine d'entraînement. Et si on n'arrive pas à suivre ça, on ne peut pas suivre ça pendant toute l'année. Même si on est talentueux comme quoi, si on s'entraîne 2 fois par semaine, c'est pas possible d'atteindre le haut niveau. C'est pas possible d'être champion. Alors, on suit son alimentation, essayer de modérer son alimentation, il faut rêver, c'est ça d'abord. Le sportif, c'est un orgueilleux dans sa tête. Il n'accepte pas d'être le dernier, il n'accepte pas d'être vaincu. Donc, et moi, depuis tout petit, on sait que je suis très orgueilleux. Et cet orgueil, j'ai réussi à le canaliser dans le bon sens, dans le sport que je fais. Et il y a plein de choses. Il y a beaucoup de renonciations. Je vais vous montrer une semaine type pour moi qui m'entraîne 2 fois par jour. En semaine d'entraînement, je ne peux pas me permettre d'aller en boîte de nuit, pour commencer. Et pourtant, je suis jeune, j'ai bien envie de m'amuser. Je ne peux pas me permettre de boire de l'alcool à la veille d'un entraînement ou à la veille d'une compétition. Bon, déjà, je ne bois pas, pour commencer. Alors, si c'était possible, si je buvais, je ne pourrais pas le faire. J'éviterais tous ces produits additifs, alcool, drogue, etc., vagabondage. Essayer de rester le plus concentré possible. On a besoin de certains moments de plaisir, c'est vrai. C'est bien pour l'esprit, c'est bien pour la motivation. On peut manger de la nourriture qui n'est pas toujours de qualité pour le plaisir, une fois en passant dans la semaine. Mais le secret, en fait, c'est d'avoir déjà un objectif en tête. C'est ça le secret. Si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est pas évident de réussir. Si on fait du taekwondo ou du football ou du basketball, juste parce que on veut impressionner les copains, c'est pas évident de se démarquer, c'est-à-dire de s'illustrer parmi les meilleurs. Tous les milieux vantent un esprit sain dans un corps sain. Et pourtant, les plus gros scandales de dopage viennent de ces pays-là, de l'Europe. On peut vous faire confiance de ce côté-là. C'est pas question de faire confiance, c'est question... vous savez, le sport a aujourd'hui une importance que certaines personnes ou beaucoup de gens n'imaginent pas. Le sport, c'est... j'entends souvent... le sport dépasse les frontières. Il y a des gens qui donnent leur vie au sport. Ils ont l'impression que s'ils ne font pas du sport ou s'ils ne font pas de résultats, ils vont tout perdre. Et pour les Américains ou pour encore d'autres, même des Africains, parfois c'est toute leur vie. Ils sont prêts à prendre des risques, mais parfois il y en a qui sont piégés. Mais une fois que tu es contrôlé positif ou une fois que tu es drogué, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis contrôlé tout au long de l'année, pratiquement à chaque compétition ou une compétition sur 2, je suis contrôlé. Et ce qu'il faut faire, c'est faire le maximum pour faire attention à son alimentation, à ce qu'on consomme. C'est tout ce que je peux dire. Du Gabon, par exemple ? Non, on peut manger, mais faire le minimum. Faut prendre des informations avant de consommer ce qu'on vous offre ou ce que vous pouvez avoir sous la main. Mais je ne vous demande pas de me faire confiance parce que
Celui qui réclame la confiance, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Moi, je fais ce que j'ai à faire et puis j'espère que ça ira toujours mieux. Un mot pour les jeunes Gabonais qui souhaiteraient faire résonner notre hymne national comme vous? Alors, les jeunes, moi, je les encourage à essayer de comprendre mon histoire pour savoir que on n'a pas besoin d'un nom, on n'a pas besoin d'une identité particulière pour être un grand sportif. Je pense que j'accepte aujourd'hui d'être un exemple pour dire que c'était pas évident d'avoir un Gabonais champion du monde. Un Gabonais dans le sport mondial, le sport planétaire comme vous voulez, il n'a pas de nom. Alors arriver aux Jeux Olympiques et réussir à faire une médaille, c'est passer par quelque chose. Il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de complications dans le sport, il faut tenir. C'est-à-dire, on sera toujours perturbé, on sera toujours déconcentré, on sera toujours tenté. Mais le plus important, c'est d'avoir la foi en soi et surtout pas se laisser distraire. Toujours garder son objectif en tête. Tous les Gabonais sont capables de réussir. C'est vrai qu'ils ont besoin d'aide, mais avant d'attendre cette aide-là, il faudrait commencer par faire notre propre travail. C'est-à-dire un Gabonais ne doit pas attendre l'aide de quelqu'un avant même de commencer, d'avoir fait ce qu'il peut faire. L'aide vient après. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter là. Je sais qu'il y aura plusieurs autres champions gabonais et j'espère continuer aussi dans la même lancée. Ces jeunes champions qui se trouvent dans l'ombre, comment pouvez-vous mettre à profit votre notoriété, Anthony? Alors pour moi, c'est vrai que c'est assez difficile parce que je suis encore en plein exercice. Mais cette question, c'est aux responsables. Puisque nous sommes dans un pays où j'ai l'impression que, où je n'ai pas l'impression, tout passe par l'État. On attend tout de l'État. Alors si on parle d'infrastructure, on va directement penser à l'État. Si on parle de formation, on va directement penser à l'État. C'est par là que ça commence. Les Américains, les Asiatiques, les Européens, ils sont champions. Pourquoi? Parce qu'ils préparent l'avenir de leurs jeunes. Ils ont des infrastructures pour des enfants de 6 ans, des enfants de 5 ans, des enfants de 8 ans, des enfants de 14 ans. Et ils vivent dans ça, ils sont éduqués dans ça. Mais nous, ici, nous n'avons pas combien de salles de taekwondo bien équipées nous avons, combien de terrains de basket nous avons, combien de centres de sport de haut niveau nous avons ici au Gabon. Déjà, il faudrait commencer par ça. Il faudrait, je pense que si les jeunes ils sont dans les bars, dans les débits de boissons ou dans toutes les mauvaises activités qui puissent exister, c'est parce que en gros ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont pas d'activité, ils ne sont pas canalisés, ils ne rêvent plus. Moi quand je viens ici, je suis invité à la nuit des arts martiaux. Je viens faire un combat avec un international, c'est pour un autre international. C'est pour leur montrer ce que je fais à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là de me voir combattre à l'extérieur et ils ne me voient que sur Internet ou à la télé ou m'entendre à la radio. Donc c'est pour faire rêver, c'est pour me voir, ils me voient en live, ils se disent mais lui il est Gabonais. Lui, les Gabonais, s'il fait ça, c'est que moi, je peux faire ça. En plus, il était ici. C'est pas qu'il vit. C'est vrai qu'il vit à l'étranger, mais il est né ici, il a grandi ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, pour que ces jeunes soient encouragés, il faudrait commencer par ça. Il faudrait les éduquer là-dedans. Il faudrait qu'ils vivent il faudrait qu'ils croient qu'il est possible de vivre du sport. Il faudrait que les parents encouragent les enfants aller s'inscrire au sport. Moi, je discute plein de fois avec des jeunes, ils me disent... Parfois, je ne comprenais pas. Avant d'aller en Europe, je discutais avec certains jeunes, je me disais, mais pourquoi vous aimez les débits de boissons? Pourquoi vous passez toute la journée dans les débits de boissons? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Il dit, oh, mais c'est parce qu'on n'a rien à faire, on est là, il y a un ami qui envoie un SMS, après on va se retrouver et tout, on s'amuse. Je dis, d'accord, c'est bien beau, mais après ça, il y a quoi? Après ça, il n'y a rien. Demain, c'est la même chose. Et ça n'apporte rien, ça ne fait que vous tuer. Je ne dis pas de ne jamais consommer d'alcool, mais il y a des activités plus saines. Mwana pa maburu doya mubwarele, mwana pa maburu sangila numwane. Yolele sangila numwana. Évidemment, ma voix n'a rien à voir avec celle de Véronique Itiembu. Sa voix était une des plus belles voix de ce pays dans la chanson tradie moderne. Véronique Itiembu nous a quittés il y a près de 20 ans, mais son souvenir est resté intact auprès de ses fans et des mélomanes qui se sont retrouvés à l'université Omar Bongo où elle enseignait pour se souvenir. Beaucoup de nostalgie. Ça m'a ramené à mon enfance. Véronique, c'est celle qui nous a fait danser. On avait 10 ans, 12 ans, 15 ans. Aujourd'hui, je suis dans la quarantaine et ça me fait vraiment plaisir de réécouter ces morceaux. Et j'encourage les organisateurs à ne pas s'arrêter maintenant, à continuer et qu'on puisse, à vous aussi les médias, qu'on puisse réécouter Véronique et que revivent nos souvenirs. Elle a été mon professeur d'anglais quand j'étais au collège, donc ça fait que je revois la dame qui était en face de moi, toujours en classe, qui venait dire « Good morning class ». Et puis, ouais. Voilà. J'ai été très content quand même, c'était des bons moments, je crois qu'il faudrait qu'on le fasse. Peut-être pas seulement avec Véronique Itiembu, mais aussi avec tous les artistes peut-être de sa génération qu'on a oubliés. Comme disait Manu tout à l'heure dans la salle, on connaît les Ray Charles, on connaît les Beethoven et tout ça, mais on ne connaît pas ceux qui sont à côté de nous et qui ont vécu, qui ont fait les beaux jours de la musique gabonaise. Mwana pa maburu musangila nwele, mwana pa maburu sangila no mwana, mwana pa maburu dia mubwagele, mwana pa maburu sangila no mwana, sangila no mwana, sangila, je ne vous entends pas, sangila no mwana. Mwana pa maburu musangila nwele, mwana pa maburu sangila mwana, mwana pa maburu dia mubwagele, mwana pa maburu sangila mwana, sangila mwana, En Afrique, évidemment, la morale s'apprend par les contes et légendes. C'est pourquoi les parents, suivant une tradition orale bien établie, narrent à leurs enfants ces histoires où le merveilleux trouve sa place, où la ruse vient à bout de la force brutale, où l'ingrat et le méchant subissent un châtiment. On y voit encore le vice dénoncé, la vertu exaltée, proposée en exemple, puis récompensée malgré un début difficile. En ces temps de délinquance de valeurs morales et d'absence de repères, ne faut-il point faire un retour en arrière pour retrouver le sens de l'honneur et de la droiture? Ne faut-il pas exalter ce qui auréolait la tradition? En effet, plus ces racines plongent dans les profondeurs de la terre, plus solidement établi se trouve l'arbre. Oui, monsieur, oui, madame, l'arbre qui ne craint alors ni tempête, ni bourrasque du temps qui passe. Aïe, 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 sangila no mwana, aïe, aïe, sangila no mwana.
J'ai eu quand même l'occasion peut-être d'approcher l'artiste, d'assister à un de ses spectacles. J'étais tout jeune. On a essayé d'interroger les jeunes qui, pour la plupart, disaient qu'ils ne connaissaient pas l'artiste. Même les plus grands aussi. Et donc à partir de là, on s'est dit, mais tiens, comment se fait-il qu'une artiste comme ça, qui a fait les beaux jours de la musique gabonaise, qui a représenté le Gabon au plus haut niveau, elle était partout à l'international, à représenter le Gabon. Donc aujourd'hui, Véronique Itiembou, même à la télévision, on n'a même plus ses vidéos, on n'a même pas, c'est même difficile d'avoir une photo d'elle, c'est difficile même d'avoir ses sons, et c'est une artiste voilà, comme ça qui s'efface du public carrément. Alors on s'est dit que ben voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, peut-être parce que là ce sont les 19 ans, et on s'est dit bon, avant peut-être de lancer les 20 ans en géant, peut-être sur un plateau géant, donner déjà quelques aperçus pour ceux qui ne connaissaient pas déjà l'artiste, histoire déjà d'en parler, de présenter l'artiste au public, pour qu'au moins pendant les 20 ans, au moins il y en a qui vont se mobiliser, parce qu'il y a question pendant les 20 ans, c'est un projet de faire en sorte que bon, les producteurs, les écrivains, tout ce qu'ils peuvent écrire l'histoire de la musique, que ce soit audiovisuel ou bien par en écrit tout simplement, puissent participer. C'est une dame que j'ai eu l'occasion de connaître, de côtoyer. C'est vrai que j'étais très jeune, mais je voyais déjà en elle une femme de grand cœur et qui avait l'amour du prochain. C'était la Tata Véro de tous les enfants, de tout le monde. C'est vrai que j'étais très jeune, mais déjà je voyais qu'elle ne faisait pas du sapeur-pompier. Elle était proche des autres pour connaître leurs besoins, que ce soit des besoins financiers, émotionnels, matériels, et elle intervenait de temps en temps. C'est vrai qu'on va dire que le souci n'y est plus parce qu'on remet tout entre les mains de Dieu, mais le souvenir est là. Et ça me fait déjà chaud au cœur de pouvoir couvrir ce genre d'événement, parce que j'étais toute gamine quand Itiembou chantait. Vraiment, ça fait du bien de revivre ces moments, cette musique qui était déjà enfouie tout au fond de nous. Et puis, voilà. Et puis, c'est mieux aussi de pouvoir le mettre dans nos téléphones que d'avoir toujours le rap ou bien d'autres chansons. Ça nous remémore quand même. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Vraiment, beaucoup d'années sont passées. Lorsque maman est décédée, je n'avais que 12 ans. Et aujourd'hui, ça fait 19 ans. Je peux dire que je suis contente de savoir que sa musique vit toujours. Elle vit toujours par les personnes qui l'ont aimée, par les personnes qui ont aimé aussi ce qu'elle faisait, par ses élèves aussi, parce qu'elle était professeure d'anglais. Et elle vit aussi toujours par moi, parce que le chant, c'est ma vie. Le chant, c'est tout ce que j'ai et tout ce que j'aime. Parce que maman m'a formée là-dedans. Et lorsque je chante, j'exprime ce que je ressens. Et c'est un peu comme maman, les thèmes de ses chansons, il y a toujours quelque chose qu'elle ressentait à l'intérieur, mais qu'elle ne pouvait pas exprimer. Aux autres, elle était obligée de chanter. Donc le chant, c'était sa vie. Et aujourd'hui, je veux te dire, maman, que tu n'es pas morte. Car l'artiste ne meurt pas. Mais en plus de cela, ta voix est toujours en moi. Mwansala saluikole Mwanu wendo ikole Ikola taju saluikole Ikola munyau wendo ikole Saluikole Uku wendo ikole Salo ikole, ukuendo ikole.
J'ai jamais connu Véronique Itiembou, mais c'est ce matin que je l'ai connue. Et à travers ses chants, je peux encore imaginer quel genre de femme elle était. Je peux encore imaginer que c'était une femme de cœur, une femme qui aimait et qui savait ce qu'elle voulait. Et à travers son chant Moine, je l'ai vraiment aimé. Et j'aime bien la culture gabonaise, j'aime bien le chant, j'aime bien lorsqu'on donne des paroles de conseil et d'amour dans un chant. Et j'ai apprécié. Qu'est-ce qui vous a emmené à nous faire revivre Véronique Itiembou? C'est l'envie de raconter des histoires. Parce que je travaille beaucoup avec les enfants et les enfants posent beaucoup de questions. Et quand on est avec les enfants, on leur raconte aussi beaucoup d'histoires. On leur raconte des histoires. Et ils posent aussi des questions. Et parmi ces questions, il y a beaucoup de questions culturelles. Ils vont dire, mais lorsque toi tu étais petit, tonton Manou, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? C'était qui les chanteurs de l'époque? Et souvent c'est une colle parce que vous allez citer quelques-uns et après vous ne savez pas quoi dire en plus, d'accord? Donc c'est d'abord le désir d'histoire, d'avoir l'histoire de Véronique Itiembou. L'idée d'abord de cet événement, c'est de fédérer les gens, tous ceux qui ont connu Véronique Itiembou, qui l'ont côtoyée, qui pourraient nous apporter un peu ce qu'ils ont connu d'elle, ce qu'ils savent d'elle, pour en faire une histoire, une vraie histoire qui pourrait être racontée aux générations futures. C'est déjà cela. Et aussi l'autre constat, c'est un jour je me suis posé la question de savoir comment je fais pour connaître Louis Armstrong. Comment je fais pour connaître Beethoven? Comment je fais pour connaître Bourvil et tous les autres que je n'ai jamais connus, j'ai jamais vus sur scène, j'ai même pas écouté certaines de leurs chansons. Comment je fais pour les connaître? Et je me suis rendu compte que les autres se battent pour que leurs artistes ne meurent pas. Ils vont faire des supports et des supports. Ceux qui ont chanté sur les vinyles à l'époque sont dans des CD professionnels aujourd'hui qui sont vendus alors que leur musique a existé au moment où ces supports n'étaient pas encore créés. Mais alors que nos artistes, il est rare, pour ceux qui ont enregistré à l'époque le vinyle, de le retrouver dans les supports actuels, dans les supports numériques actuels. Donc je crois que c'est un travail qu'il y a à faire. Donc c'est tout ça là, tous ces questionnements qui nous ont amenés à réunir des gens autour de cet événement. D'abord et aussi pour célébrer les 19 ans de la mort de Véronique Itiembou, mais pour lancer la réflexion à tous les niveaux, à nos artistes, à nos historiens, à nos écrivains, à tout le monde. Je suis ici parce que je vais rendre hommage à la mémoire de ma grand-mère qui était une artiste de la musique gabonaise. Vraiment, c'est une émotion de joie comme de tristesse, bien qu'elle n'est plus, mais ses écrits et ses chants sont restés dans nos cœurs. Cette rencontre est une initiative d'Arterial. Mais qui sont-ils? Il faut dire qu'Arterial, c'est d'abord un réseau qui représente un réseau à travers l'Afrique, qui parle de la valorisation de la culture d'abord, ainsi que le plaidoyer auprès des autorités publiques sur l'importance de la culture, ainsi que la participation des acteurs culturels à la conception de politiques culturelles à travers les pays. Voilà. C'est encadrer, n'est-ce pas, l'artiste dans son œuvre pour mieux se vendre. Car nous remarquons que tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont des artistes, qui ont la capacité et la possibilité, n'est-ce pas, de créer, de pouvoir produire quelque chose d'originalité, n'est-ce pas, mais non pas cette capacité de pouvoir mieux se vendre. Donc Arterial Gabon est là pour mieux les cadrer et pour mieux les vendre, n'est-ce pas, aussi bien sur le plan national qu'international. Aussi bien que pour ceux-là qui intègrent, n'est-ce pas, Arterial, il y a ces offres de formation. Donc pour ces artistes, n'est-ce pas, qui n'ont pas la fibre de pouvoir mieux se vendre, nous avons cette capacité, cette possibilité de pouvoir les encadrer, de les former dans la gestion de projets, artistiques et culturels, donc de pouvoir mieux se vendre, d'être autonome en un mot. Nous sommes présentement situés au Ciciba. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, qui peuvent arriver là de temps en temps, ou bien prendre contact, échanger, afin que nous puissions... D'abord, il faut dire que c'est renforcement de capacité dans le sens où nous allons vers des anciens, comme vous par exemple, qui ont des connaissances dans le domaine artistique, pour partager avec les jeunes aujourd'hui à qui il manque beaucoup de bases.
Par exemple, nous constatons que par rapport à la chanson, aujourd'hui la musique gabonaise n'est pas très bien vendue. Pourquoi? On va nous poser des questions par exemple, de savoir pourquoi elle n'est pas vendue. Quelles sont les réalités auxquelles nous faisons face et comment relever le défi l'international. Alors là, nous ne pouvons que nous appuyer que sur ceux qui sont d'abord dans le domaine artistique afin qu'ils puissent déjà nous aider à pouvoir aider d'autres artistes. Qu'est-ce que vous organisez d'autre en dehors des événements comme cela? Il y a des formations, n'est-ce pas, que nous donnons aux adhérents, n'est-ce pas, de Art Réal Gabon. Il y a aussi des participations au forum, à l'international. Donc Art Réal International organise. Donc nous participons à la valorisation de la culture sous-régionale et internationale. Au-delà de ça, nous assistons aussi à des forums qui ont trait à la culture. Donc il y a aussi des partenariats, n'est-ce pas, avec l'Institut français, le CICIBA. Véronique Itiembou, c'était un essai, mais un véritable coup de maître, même si la participation n'est pas à la hauteur de vos attentes. Qu'allez-vous faire ensuite? Déjà par rapport à Véronique Itiembou, aujourd'hui comme nous l'avons dit, ce serait de pouvoir avoir une manque de données par rapport à l'artiste, parce que nous constatons que très peu de jeunes connaissent l'artiste. Déjà par rapport à sa musique, on ne l'a pas disponible. Déjà d'essayer de revoir déjà les personnes qui pourraient faire des témoignages par rapport à cet artiste et peut-être de produire un documentaire avec des partenaires qui pourraient nous assister afin de déjà, comme l'a fait, il y a un Gabonais qui l'a fait il n'y a pas longtemps, Joël Monouga, qui a fait un très très bon élément qui repart sur les anciens artistes que personnellement j'ai découvert et c'est comme ça que nous avons découvert Véronique Itiembou. Nous nous sommes dit, ben alors, pourquoi attendre que les artistes meurent pour pouvoir le faire? Mais étant donné qu'elle est décidée, nous sommes obligés de revenir. Mais on aurait voulu le faire par exemple pour un Pierre Akenenge ou bien d'autres. Mais par rapport à Terial, nous allons essayer déjà d'aller vers un forum qui est en 2015, qui va essayer de ressortir, comme j'avais dit tout à l'heure, les problèmes réels des artistes. Et on en fait un document de plaidoyer en fait, un cahier de charge, aller vers les autorités pour dire voilà, vous avez essayé de faire ce que vous pouviez. Aujourd'hui, nous, artistes, pensons que nos problèmes, les voici et voilà les solutions. Il ne suffit pas aujourd'hui d'énumérer les problèmes, mais de proposer des solutions avec des moyens modestes. Africani, un rendez-vous avec Denise Boukandou. Rencontre insolite avec cette jeune dame que l'on appelle très affectueusement Ma Julie. Elle gère avec abnégation, avec amour, avec tendresse et très très peu de moyens un orphelinat quelque part dans le quartier de Kingele à Libreville. L'ONG MICON, entendez Mission internationale pour la consolation des orphelins et des nécessiteux, créée en 2006, œuvre pour l'épanouissement moral, intellectuel, matériel, physique des orphelins et enfants déshérités. Elle console et encadre également la veuve. Enfin, elle lutte pour l'insertion et la réinsertion de la jeune fille mère. Normalement, la catégorie des jeunes filles mères que nous recrutons, nous identifions, c'est d'abord les enfants qui ont dépassé un peu l'âge chez les mamans veuves. Donc nous travaillons sur la problématique de la veuve et l'orphelin. Donc ce qui fait que si nous trouvons que cette maman ont des filles qui ont fait les enfants, mais ces enfants ne sont pas partis à l'école, nous leur donnons une formation. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que je suis dans le chômage sans qualification professionnelle. Nous donnons la qualification professionnelle pour que vraiment quelqu'un devienne autonome.
On a l'habitude de vous appeler Maman Julie. C'est les enfants qui m'ont donné ce nom et aussi les mamans veuves. Tout le monde m'appelle Maman Julie et aussi tous les enfants que je garde m'appellent Maman Julie. Nous sommes arrivés au Centre culturel français. Nous vous avons vu avec un groupe d'enfants. Cela nous a interpellés et on nous a expliqué que vous vous occupiez des orphelins. Nous travaillons sur la problématique de la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, si nous sommes là à CCF, nous travaillons en partenariat avec les dirigeants, les organisateurs de ce festival. C'est le Festival international des artistes. Et s'ils nous invitent et que nous sommes ici là, c'est parce que nous voulons aussi donner certains rudiments aux enfants dits orphelins parce qu'ils ont aussi des capacités. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de moyens pour les mettre dans les écoles de formation artistique, mais c'est pour nous une occasion vraiment de les présenter ici et aussi faire avoir des formations comme en musique, ils sont en train de faire les théâtres, les dessins avec les artistes. Et puis ça va susciter en eux vraiment le goût de l'art. Parce que même à la maison, nous faisons souvent un peu de l'art. La peinture, il y a l'école Ruban Vert qui est venue là-bas chez nous. Ils ont appris aux enfants comment faire les dessins et mettre la peinture. Donc vraiment cette occasion qui nous a été offerte par M. Yannick, l'organisateur de ce festival, ça nous va droit au cœur. Et encore plus, il nous a dit que c'est le ministère qui lui a donné notre numéro. Plus précisément, M. Mbadinga, qui est le directeur général des affaires sociales. Vous voyez comment les enfants sont heureux. Ils ont certaines capacités, mais que nous-mêmes, nous ne pouvons pas détecter au niveau de la maison. Raison pour laquelle nous pouvons les associer à d'autres personnes et à partir de là, on peut quand même savoir que tel enfant a telle capacité. Parce que nous recevons ces enfants, des fois ils ne partaient plus à l'école à cause de certaines difficultés que la maman ou bien le papa, donc c'est-à-dire le conjoint survivant avait. Comment ces enfants-là arrivent à vous? Actuellement, nous travaillons beaucoup plus avec la Direction générale de la protection de la veuve et l'orphelin sur la problématique de la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, il y a la femme qui vit ce qu'on appelle la spoliation, donc la femme veuve. Après la spoliation, il y a certaines femmes qui se retrouvent même au ministère. Des fois, quand elles se retrouvent comme ça au ministère, le ministère peut les envoyer d'abord à l'ONG Micon pour un temps. Donc, avant de trouver une solution à la veuve, elle peut d'abord passer un temps chez nous. Il y a non seulement le ministère, aussi les mamans veuves quittent d'eux-mêmes et venir nous chercher que voici une situation que je vis. On ne peut pas laisser une maman vraiment avec des enfants et on encadre d'abord la maman jusqu'à ce qu'elle deviendra autonome. Elle peut sortir de l'orphelinat. Comme par exemple le cas des tendresses. Bonjour Tendresse. Bonjour. Dis-moi, tu as quel âge? 9 ans. Et depuis quand tu es là-bas à l'orphelinat? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, hein? Et tu fais quoi là-bas? On prie tous les soirs, je m'amuse, je parle avec mes frères, on lit la bibliothèque. Tu sais déjà lire et écrire? Oui, un peu. J'apprends un peu à lire et à écrire. Mais tu sais chanter, non? Attends. Tu sais chanter, non? Oui. Je chante. Oui. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Les tout petits enfants. Les tout petits enfants. Si tu es petit, petit, très, très petit, petit, si tu es petit, petit, Jésus t'aime aussi. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit, si tu es petit, petit, Jésus t'aime aussi. Elle vous a expliqué que ça fait 5 ans qu'ils sont avec nous. Donc ça veut dire que la maman a été spoliée.
Après la spoliation, on est venu nous appeler qu'il y avait une situation qui était grave. On a pris les choses de la maman et aussi même les jouets des enfants. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à l'orphelinat. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Quand on voit que la maman est venue les mains vides, sans rien, on peut lui donner une formation. On peut l'insérer, c'est-à-dire dans l'insertion, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons toquer les portes des bailleurs. Nous pouvons toquer les portes des partenaires qui peuvent nous soutenir. Des cas comme Tendresse, vous en avez beaucoup? Les cas comme Tendresse, on ne rencontre pas trop, mais sinon que nous avons que deux. Il y a Mikala et Tendresse. Mais les cas comme ça sont souvent difficiles parce qu'ici au Gabon, il n'y a pas trop des écoles qui doivent les encadrer. Elle vous a dit qu'elle écrit, elle essaie un peu de lire. Nous avons mis sur pied une bibliothèque pour que même à la maison déjà, l'enfant peut apprendre à lire. Mais nous nous sommes dirigés vers Horizon Nouveau. On nous a dit qu'elle n'est pas handicapée moteur, qu'elle réfléchit très bien et on peut lui trouver d'autres occupations. Et nous sommes partis à l'inspection. Parce que nous, normalement, comme nous sommes au niveau de Kingele, nous mettons les enfants aux établissements environnants publics, tels que l'école publique de Kingele, Bellevue 1, Bellevue 2. Mais nous sommes partis avec Tendresse, ils avaient dit que non, l'inspection pédagogique qui avait dit que si on écrit dans les autres établissements où il n'y a pas trop d'handicapés, elle pourra avoir un problème après. Pourquoi? Parce que si elle est encore petite, et elle n'est pas gênée, même si les autres limitent. Mais après, à la longue, elle pourra se fâcher. Donc, il faut les écoles spécialisées. Et moi, je crois qu'avec vraiment l'action sociale que le président de la République est en train de mener, qu'il y aura quand même des écoles vraiment spécialisées pour des cas pareils. Comment vous vous organisez là-bas au quotidien? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles au travail que vous menez? Pour la sensibilité, je peux confirmer sans risque de me tromper que les hommes de Dieu et aussi les personnes de bonne foi vraiment sont sensibles. En termes nutritionnels, il y a les églises qui viennent nous soutenir. Nous traversons souvent des difficultés pour payer le loyer. Il y a vraiment une église qui s'était portée, ce n'est pas vraiment tout le temps. Donc, c'est-à-dire de manière ponctuelle, elle peut venir payer 3 mois. Il y a d'autres qui se lèvent pour venir vraiment laver le linge. Mais vraiment, c'est volontaire, ce n'est pas régulier. Parce qu'il n'y a pas la rémunération, ils ne sont pas rémunérés. L'ONG n'a pas vraiment des moyens financiers qui peuvent embaucher véritablement les travailleurs. Et pourtant, c'est une situation qui a besoin des travailleurs, les gens de bonne volonté et qui aiment aussi des enfants. Vous avez besoin de quoi en fait? Une fois, on a reçu le ministre qui nous disait qu'on était dans un quartier sous-intégré et à risque. On lui a dit que nous avons l'amour, nous avons la force et le courage de travailler sur les enfants. Mais s'il y a une situation comme ça, que nous sommes dans un quartier qui n'intéresse pas les gens, on peut nous enlever de là en nous accompagnant, même avec une maison pour mieux abriter ces enfants. Nous avons besoin d'un local digne de ce nom, qui n'est pas peut-être dans le quartier. Et même dans le quartier, là, je vous le dis en vérité, nous ne sommes pas partis là-bas pour rien. Nous avons constaté qu'il y avait un besoin et c'est pour cela que l'Éternel nous a envoyés là-bas. Il y a beaucoup de besoins à Kingele, beaucoup. Et c'est un quartier même de ressources pour le travail que nous faisons. Ces enfants-là, ils sont tous issus du quartier de Kingele ou il y en a qui viennent d'ailleurs? Nous ne travaillons pas pour le quartier de Kingele. Nous travaillons pour tout le Gabon. Nous travaillons pour tout, je peux dire pour tout le monde. Nous n'avons pas de distinction d'ethnie pour recevoir un enfant. Donc nous ne pouvons pas nous limiter seulement au 3e arrondissement. Nous avons pour mission d'aller implanter les antennes de représentativité dans toutes les provinces où vraiment il y aura besoin. Et dans un autre volet, parmi ces mamans, ils ont aussi des orphelines qui sont déjà les jeunes filles. Et nous travaillons avec cette catégorie de jeunes filles pour leur donner une formation. Quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école, on peut lui donner la formation en couture, en restauration, en coiffure esthétique. Déjà, moi, je suis formatrice de nature. Il vous manque presque tout. Comment allez-vous former les gens? Avant de commencer le social, j'enseignais. Et j'avais le matériel en ce qui concerne la coiffure esthétique que j'ai mis à la disposition de jeunes filles. Quand je commençais le travail, il y avait une chaleur qui brûlait mon cœur. C'était de faire mon propre témoignage parce que ce que je fais, c'est ce que moi-même j'ai vécu.
Alors je me disais, Seigneur, si tu me donnes la capacité vraiment de m'en sortir de mon désespoir, je pense quand même que je ferai des efforts pour que certaines personnes sortent aussi du désespoir à partir de mon exemple. Et j'ai tendu la main à l'ambassade des États-Unis qui nous a fourni 3 machines industrielles. Les 3 machines-là ne sont même pas suffisantes parce que la demande est plus grande. Et on a rédigé un projet sur la formation professionnelle, sur l'insertion et la réinsertion professionnelle des jeunes au niveau de la direction générale des associations. Et je pense que nous attendons une réponse favorable qu'avant cette année, nous lançons une formation véritable pour une multitude de personnes en difficulté. Ce projet, il est adressé à qui? Vous l'avez déposé où? J'ai déposé d'abord ce projet à l'État et aussi à d'autres partenaires qui peuvent vraiment nous soutenir. Ici, peut-être, on ne peut pas nous financer complètement. Il y a ce qu'on appelle aussi les cofinancements. C'est pour cela que nous demandons à toute personne de bonne foi ou bien vraiment de compassion de nous venir en aide. Nous voulons former des gens. Nous voulons former certains orphelins. Nous recevons certains orphelins qui ne sont même pas partis à l'école jusqu'à 14 ans, jusqu'à 15 ans. Mais nous sommes obligés d'aller vers les directeurs des établissements pour nous prendre les enfants comme ça, même sans niveau, ne fût-ce que pour écrire et lire. Et ces enfants-là, on peut leur donner des formations. Raison pour laquelle nous sommes ici, parce qu'en dehors d'écrire, on a constaté que certains ont des capacités, des grandes capacités. Non seulement le bâtiment, d'autres même peuvent être les artistes, pourquoi pas les stars que je vois là depuis. Un message particulier? Pendant les vacances, vous-même vous connaissez, quand vous avez 2 enfants à la maison, la nourriture journalière devient peut-être, c'est-à-dire ça se multiplie même en sein. Toute personne qui m'écoute en train de parler, si tu es touché, voilà mon numéro que je vous donne. 07 39 71 91. Vous pouvez m'appeler à ce numéro. Vraiment, je vous remercie. Que l'Éternel vous bénisse. Africami. Un rendez-vous avec Denise Boukandou. Madame, Monsieur, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur la même chaîne, à la même heure. À très très bientôt. Au revoir. Manyungile